Être créatif, c'est comme résoudre ce vieux labyrinthe qu'on faisait quand on était petit. Avec ton crayon, tu prends un chemin, puis un autre, et tu tentes toutes les possibilités, mais parfois, tu restes bloqué. Et ce blocage, Nike est en train de le vivre en 1985. Alors qu'elle était pionnière dans le domaine, elle se retrouve à présent menacée par ses concurrents. Tous proposent des designs innovants pour l'époque, alors que Nike, elle semble figée dans le passé. Et ça, les fondateurs de la marque l'ont très bien compris. Et pour reprendre la main, ils décident de miser sur un jeune créatif qui emmènera Nike dans une autre dimension, entre deux mondes qui n'auraient jamais dû se croiser. Je te présente Tinker Hatfield. C'est le jeune créatif qui a été choisi par Nike pour travailler sur le projet Air Max. Et ce qui est marrant avec Tinker, c'est qu'il n'a pas du tout le profil d'un designer de sneakers. À la base, il étudiait l'architecture sur le même campus que les fondateurs de Nike. Et après son diplôme, l'entreprise l'a recruté pour concevoir les bureaux et les espaces de vente. Et à force de faire du bon travail, les fondateurs ont fini par le repérer. Il intègre alors les équipes créatives et on lui confie la charge du projet Air Max. Le défi est de taille. On lui demande une paire qui redéfinisse l'image de Nike. Alors, pour trouver l'idée qui changera tout, Tinker va puiser dans ce qui l'a marqué. Et quoi de plus marquant que de s'inspirer d'une autre révolution qui a eu lieu 15 ans plus tôt, dans la ville où se forgent les idées. En 1969, Londres est en train de bouillonner. La ville est devenue un vrai laboratoire culturel où la créativité explose dans tous les domaines. Mais en architecture, comment ça se passe ? En fait, les choses elles s'accélèrent vraiment. Tu vois ce bâtiment-là ? C'est la AA School de Londres, une des plus prestigieuses écoles d'architecture. Et là-bas, on donne un enseignement un peu particulier. Et c'est dans ce contexte qu'il y aura deux architectes qui vont émerger, Richard Rogers et Renzo Piano. À ce moment, Richard Rogers a 38 ans et il a étudié à la AA School de Londres, puis à l'université de Yale aux États-Unis. Et pendant ses études, il a suivi les enseignements de grandes figures de l'architecture moderne, comme James Stirling, Vincent Scully et surtout Allison et Peter Smithson. Bon, pour que tu te fasses une idée, c'est comme si tu te faisais former par les Avengers. Et avec ses camarades, il va développer une certaine vision. Pour lui, l'architecture est liée à la maîtrise de la technique. Les éléments comme les câbles, les tuyaux et les structures sont considérés comme des éléments esthétiques à part entière. Mais pendant que Rogers élabore sa vision dans les écoles et les théories, Renzo Piano découvre l'architecture ailleurs. Renzo, il est né à Gênes, dans une famille de constructeurs. Il a étudié l'architecture à l'université de Florence et à l'école polytechnique de Milan. Mais surtout, il a été formé auprès de Franco Albini et Franca Helg. Ce sont deux virtuoses de l'architecture et du design. Et à 34 ans, Renzo veut s'inscrire dans l'héritage des grands maîtres italiens, comme Filippo Brunelleschi ou Luigi Nervi. Pour Renzo, l'architecture est à la croisée entre l'ingénierie, la construction et l'art. Donc, il défend une philosophie où chaque élément est détaillé avec attention et où tout se combine avec harmonie. Et quand on regarde nos deux architectes, on voit deux approches complémentaires. D'un côté, on a Rogers, le théoricien audacieux, et de l'autre, Piano, l'artisan méticuleux. Ces deux visions allaient guider Tinker Hatfield sur le projet Air Max, mais avant cela, ces deux architectes se devaient de relever un défi inattendu. Un défi qui vise à redonner de l'éclat à une ville dont la lumière s'est fanée avec le temps. La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la Terre. On est 2 ans après la rencontre entre Piano et Rogers. En 1971, Paris fait face à un terrible constat. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la ville lumière a perdu de sa splendeur. Et ça ne plaît pas du tout à Georges Pompidou, le président de l'époque.
Pour dynamiser la ville, il va lancer un concours d'architecture qui sera ouvert à l'international. Et le cahier des charges repose sur 3 points. D'abord, on demande aux architectes de créer un lieu moderne, capable d'accueillir l'art sous toutes ses formes. Ensuite, on précise que ce lieu doit être flexible, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir évoluer avec le temps et s'adapter aux futurs besoins. Et enfin, on précise bien que ce projet ne doit pas être un bloc hermétique, mais plutôt une passerelle vivante, un lieu qui communique avec la ville. Et au vu des ambitions, ce concours a fini par attirer du beau monde. Et parmi les 681 propositions, celle signée par nos 2 architectes va retenir l'attention. Chaque jour, chaque fois, je reste surpris. Pas seulement du fait qu'on a fait ça, mais surtout du fait qu'on nous a laissé faire ça. Pour mettre toutes les chances de leur côté, Piano et Rogers ne vont pas travailler seuls. Ils vont s'entourer d'une sacrée équipe. Pour leurs propositions, ils vont s'inspirer de projets comme le Fun Palace de Cedric Price, ou encore ceux développés par le collectif Archigram. Ces images, ce sont des projets utopiques qui imaginent des bâtiments comme des machines vivantes. Bon, tout ça c'est ambitieux, mais comment ils vont concrétiser toutes ces intentions ? Au rez-de-chaussée, le bâtiment est ouvert sur la ville. Face à lui, il propose de placer une immense place inclinée qui est inspirée de la Piazza del Campo de Sienne. Ensuite, les éléments sont organisés par étage, avec un grand hall, une bibliothèque, une galerie d'art et une grande salle d'exposition. Bon, jusque-là, il n'y a rien de novateur, c'est vrai, mais c'est plutôt sur le plan technique que le projet prend une autre dimension. Pour créer un espace flexible, c'est-à-dire qui s'adapte aux besoins, Piano et Rogers doivent libérer l'intérieur de toute contrainte. Pas de mur porteur ou de pilier au centre, ils décident de porter le bâtiment par l'extérieur. La base de la structure repose sur 2 poteaux en acier et une poutre de 45 mètres de long qui est ensuite appliquée à chaque étage. Pour consolider l'ensemble, ils ajoutent des gerberettes. En fait, ce sont des pièces mobiles qui sont placées en porte-à-faux et qui permettent de répartir les efforts, de sorte à garder une certaine finesse dans la structure. Puis 2 tirants sont placés aux extrémités afin d'assurer l'équilibre. Et cet ensemble est répété 14 fois pour former une construction qui tient par l'extérieur, comme un exosquelette. Pour rigidifier le tout, ils ajoutent une série de croix de Saint-André. Ce sont des diagonales qui empêchent le bâtiment de fléchir sous la pression du vent ou des vibrations latérales. Et enfin, pour garantir la circulation, les ascenseurs sont placés ici, tandis qu'un escalier extérieur serpente le long de la façade, comme une chenille, qui ajouterait du mouvement à la structure. Mais pour Piano et Rogers, le projet ne s'arrête pas là. Ils doivent aller au bout de leur concept. De leur point de vue, tout doit être visible, assumé et transformé en esthétique. Les conduits d'aération, les ascenseurs et les systèmes techniques vont être alors exposés à la vue de tous, puis organisés selon un code couleur. Le bleu pour l'air, le vert pour l'eau, le jaune pour l'électricité et le rouge pour les circulations. Et résultat, on se retrouve avec un bâtiment brut, honnête, où chaque élément raconte une histoire. Rogers et Piano n'ont pas seulement conçu un édifice, ils ont donné vie à une machine vivante. Une vision qui finira par inspirer notre cher Tinker Hatfield. I think my job is to be a storyteller, and the stories that drive the design work really are what is most important to people. Lors d'un voyage à Paris, Tinker découvre le centre Pompidou. Et face au bâtiment, il a une révélation. Pourquoi cacher l'essence même d'un design ? Et ce questionnement va transformer le projet Air Max. Chez Nike, la technologie Air existait déjà, mais elle restait invisible, dissimulée dans la semelle. Et pour Tinker, c'était une erreur. Avec le centre Pompidou, il comprend qu'on vient d'entrer dans une époque où l'on construit une esthétique en se basant sur la technologie et sur la technique. Donc, il finit par proposer de révéler la bulle d'air en l'intégrant comme un élément central du design. Une idée simple, mais plutôt surprenante pour l'époque. La Air Max One voit le jour en 1987 et le succès est immédiat.
Elle finit par devenir une icône culturelle au point de dépasser son statut pour devenir un vrai symbole de créativité. D'ailleurs, c'est quoi la créativité en architecture ? Il n'y a pas vraiment de définition arrêtée, mais de mon point de vue, je dirais que c'est savoir comprendre les intentions des autres et de transformer ses idées fortes en un projet cohérent. Et pour le cas de Tinker Hatfield, on voit bien qu'il a compris l'essence du travail de Piano et de Rogers. En transposant leur vision architecturale au design d'une chaussure, il a fait de la Builder une signature visuelle. Et cette histoire nous montre que parfois, il suffit de regarder ailleurs pour créer quelque chose de radicalement nouveau. Salut, j'espère que tu vas bien. En tout cas, merci à toi. Un grand merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Et comme c'est en fait la première fois que je fais un contenu aussi long, je serais vraiment curieux de savoir ce que t'en penses. Donc n'hésite pas, partage-moi tes retours, ton avis ou tes opinions en commentaire, je les lirai avec grande attention. Et bien entendu, si le contenu t'a plu, abonne-toi et partage-le à d'autres amis qui pourraient éventuellement l'apprécier tout autant. De mon côté, en tout cas, je vais continuer à produire d'autres contenus autour de l'architecture et du design en espérant que toutes ces histoires continuent de te plaire autant. D'ici là, reste curieux et prends du plaisir, car c'est comme ça qu'on tracera la next line.